Cette vidéo vous est présentée par la boutique lileaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Naishi, qui a été édité en 2024 par Mail Édition. C'est un jeu qui nous vient des auteurs Alex Fortino et Mathieu Bierry, qui est mon bon ami sur la chaîne On Joue Dessus. Donc salut Mathieu en passant. Et on veut d'ailleurs le remercier de m'avoir envoyé cette copie du jeu pour que je puisse l'essayer et vous en parler en vidéo. C'est un jeu pour 2 joueurs uniquement, donc c'est un jeu duel et les parties vont durer environ 20 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points de victoire en construisant une grille de 10 cartes, donc 2 lignes de 5 cartes chacune. Une ligne va être face visible sur la table devant nous et la deuxième ligne va représenter notre main de cartes. C'est un jeu où la position des cartes, on ne peut pas les changer comme on veut. On doit faire des effets de jeu pour pouvoir déplacer des cartes et en recruter pour pouvoir les positionner au bon endroit pour maximiser les contraintes de scoring de chacun des types de cartes. Alors, Naishi, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est lundi, on vous donne une question du jour, participant au concours du lundi pour le mois de février 2025. Comme c'est un jeu duel, on va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va composer le plateau de jeu. Chaque joueur va placer devant lui une ligne de 5 cartes montagne. Et au milieu des 2 lignes des joueurs, on va former la rivière de cartes. Donc, on va séparer les cartes développement pour former 5 pioches de 6 cartes chacune qui seront face cachée. Il y aura ensuite 4 cartes développement restantes. On va en donner 2 à chacun des joueurs qu'il va placer dans sa main de départ. Et on va révéler la première carte de chacune des pioches de la rivière face visible. Ce seront les cartes qu'on aura accès à recruter en début de partie. Et les joueurs vont ajouter 3 cartes montagne à leurs 2 cartes de départ pour avoir 5 cartes en main. Ils vont regarder les 2 cartes de développement qu'ils ont reçues, ils vont en conserver une et en donner une à leur adversaire. Et ensuite, ces 5 cartes constitueront leur main de départ pour la partie. Les joueurs vont ensuite mélanger les cartes de leur main de départ et ensuite la position des cartes dans leur main sera verrouillée. Donc on ne pourra plus déplacer la position des cartes à moins de faire un effet de jeu qui nous le permet. On va placer le plateau cour impérial sur la table. On peut placer à côté de celui-ci les cartes aide de jeu pour les 2 joueurs. On va ensuite déterminer un premier joueur. Il va recevoir la carte d'initiative du côté blanc ainsi que les jetons émissaires blancs. Et l'autre joueur va avoir les jetons émissaires noirs qu'ils vont placer chacun de leur côté. Une partie de Naishi se joue à tour de rôle. Les joueurs vont tenter de développer leur territoire qui est constitué de leur ligne de cartes visible sur la table ainsi que la ligne de cartes face cachée dans leurs mains. Ils vont tenter d'aller recruter des cartes de la rivière et de les placer aux bons endroits pour maximiser les contraintes de scoring des différents types de cartes pour marquer le plus de points. Les joueurs pourront aussi utiliser leurs émissaires pour les envoyer sur le plateau cour impérial pour tenter d'obtenir des avantages durant la partie. Les joueurs vont continuer à enchaîner des tours de jeu jusqu'à temps qu'on déclenche une des 2 conditions de fin de partie et à ce moment-là, on va passer au décompte final des points et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Tout au long de la partie, les joueurs vont tenter de construire leur grille de 10 cartes qui est composée des 5 cartes de leur ligne face visible ainsi que des 5 cartes face cachée qui sont dans leurs mains. Pour que ce soit plus visuel durant les explications, je vais déposer les cartes de ma main vis-à-vis les cartes de mon tableau pour correspondre les emplacements de notre main avec les emplacements qui sont sur la ligne visible qui est sur la table. Les cartes sont considérées adjacentes les unes avec les autres, donc la montagne qui est ici est considérée adjacente à cette carte dans ma main, puisqu'à la fin de la partie, les cartes de notre main sont déposées selon leur emplacement correspondant dans notre grille de cartes pour pouvoir scorer les effets des cartes. Durant la partie, les joueurs ne peuvent pas déplacer les cartes dans leurs mains ou les cartes dans leur ligne, à moins d'avoir un effet de jeu qui permet de le faire. À son tour de jeu, un joueur doit effectuer une des 4 actions obligatoires. La première action obligatoire et celle que vous allez faire le plus souvent est de développer son territoire. Pour faire cette action, le joueur va défausser soit une carte qui est dans sa ligne de cartes sur la table ou défausser une carte qui est dans sa main. Il va ensuite remplacer la carte qu'il a défaussée par la carte qui est à la même position qui est dans la rivière sur une des piles de cartes.
Donc, par exemple, si je défausse la carte montagne qui est ici, je vais la remplacer par la carte de la pioche correspondante, donc à la même position. Donc, je vais gagner la carte du fortin à cet endroit-là. Si à la place, j'avais défaussé la carte dans ma main, même principe, le fortin va s'en aller dans ma main. À ce moment-là, il va être face cachée de mon adversaire. Et après avoir développé notre territoire, on va révéler la prochaine carte de cette pioche. Lorsqu'on effectue l'action obligatoire de développer notre territoire, en plus de cela, on peut effectuer une des actions optionnelles en utilisant nos émissaires pour les placer sur les emplacements du plateau court. Il y a 2 actions additionnelles possibles. On peut seulement en effectuer une des 2 à notre tour de jeu. On peut l'effectuer avant notre développement ou après celui-ci. La première action optionnelle ici me permet de placer un émissaire sur un emplacement et de défausser la première carte de 2 pioches différentes de la rivière. Donc je pourrais défausser le moine qui est ici ainsi que le ninja. Après avoir défaussé les 2 cartes, on va révéler la prochaine carte de chacune de ces 2 pioches. La deuxième action optionnelle, avec un des 3 emplacements qui est ici, va me permettre d'échanger la position de 2 cartes. On peut échanger la position de 2 cartes qui sont dans notre main. On peut échanger la position de 2 cartes qui sont dans notre ligne de cartes sur la table. On peut échanger 2 cartes qui sont sur la rivière sur le dessus des pioches. Ou bien on peut échanger une carte de notre ligne de cartes sur la table avec la carte de la même position qui est vis-à-vis dans notre main. Donc avec mon action optionnelle, je pourrais échanger la position de la Naishi avec le conseiller. Et ensuite, avec mon action de développement, je pourrais défausser la carte qui est ici pour pouvoir la recruter et la placer dans ma ligne de cartes. Par la suite, je vais révéler la prochaine carte de cette pioche. La deuxième action obligatoire qu'on peut effectuer dans la partie est d'imposer un décret impérial. C'est une action qui peut seulement être faite une seule fois par un joueur durant la partie. Pour faire cette action, le joueur doit avoir des émissaires disponibles et l'emplacement pour imposer un décret doit être aussi libre. Donc le joueur ici noir pourrait placer un de ses émissaires et il va imposer son décret impérial, c'est-à-dire qu'il va échanger une de ses cartes, soit de sa ligne ou de sa main, avec la carte correspondante de son adversaire. Donc il pourrait échanger sa carte montagne qui est au centre de sa ligne avec la Naishi qui est au centre de la ligne de son adversaire. Donc les 2 joueurs vont échanger ces cartes et l'émissaire qui est placé à cet endroit sera verrouillé pour le reste de la partie. La troisième action obligatoire qu'on peut effectuer dans la partie est de rappeler ses émissaires. Donc le joueur blanc pourrait utiliser cette action et il va ramener tous ses émissaires qui sont sur le plateau cour impérial et les replacer dans sa zone de jeu. Il est à noter que l'emplacement de décret impérial ne peut jamais être rappelé, donc l'émissaire qui s'y trouve va être verrouillé pour le reste de la partie. Un joueur peut seulement effectuer cette action s'il a au moins un émissaire sur le plateau cour impérial. Et la quatrième action obligatoire qu'un joueur peut effectuer pendant la partie est de déclarer la fin de la partie. Pour effectuer cette action, il doit y avoir au minimum une pioche de cartes de la rivière qui est vide. À ce moment-là, le joueur peut prendre son action de son tour pour déclarer la fin de la partie. Il n'effectuera pas d'autres actions à son tour. Et à ce moment-là, son adversaire aura un dernier tour de jeu effectué avant la fin de la partie. Il y a aussi une deuxième façon de déclencher la fin de la partie. Si jamais il y a 2 pioches de vide dans la rivière, à ce moment-là, la fin de la partie se déclenche automatiquement. Si c'est le premier joueur qui déclenche la fin de la partie, à ce moment-là, son adversaire aura un dernier tour de jeu à effectuer avant de passer au décompte final des points. Et si c'est le deuxième joueur qui déclenche la partie de cette façon, à ce moment-là, on va passer directement au décompte final des points. Pour le décompte final des points, les joueurs vont déposer les cartes de leur main vis-à-vis les cartes de leur ligne de cartes pour former leur grille de 10 cartes. Et on va ensuite retourner face visible les 5 cartes qui constituent notre main, ce qui va faire notre rangée arrière de notre grille de cartes. Et ensuite, on va aller scorer les points de nos cartes. Pour ce faire, les joueurs peuvent utiliser les blocs de score pour cumuler les points de tous les types de cartes qu'ils ont dans leur grille. Avant de comptabiliser les points, si les joueurs ont une carte ninja dans leur grille de cartes, le ninja va copier l'effet de n'importe quelle autre carte personnage. Ce sont les cartes qui sont dans une bannière rectangle dans leur coin de leur carte. Donc ce sont les cartes personnages et non les cartes bâtiments qui, eux, sont dans des hexagones dans le haut de leur carte. Le ninja peut seulement copier l'effet d'un personnage qui est dans notre grille et non dans celle de notre adversaire. Si les joueurs ont encore des cartes montagne dans leur grille, s'ils en ont seulement une, ils vont marquer 5 points. Et si jamais ils ont 2 cartes montagne et plus, à ce moment-là, ils auront une pénalité de 5 points. Et maintenant, regardons les effets de scoring des autres cartes qui sont dans le jeu.
Pour les étendards, on va compter le nombre d'étendards dans notre ligne de cartes qui est sur le devant. Si on a un étendard, on va marquer 3 points. Si on a les 2 étendards, on va marquer 8 points. Si on a un cavalier qui est placé dans notre main, donc la rangée arrière, il va valoir 3 points. Et en plus, s'il a un étendard au-dessus de lui, il va avoir 10 points supplémentaires. Pour les cartes rizières, on va regarder le nombre de rizières qui sont adjacentes orthogonalement et on va marquer des points en conséquence. Ici, j'ai seulement une carte rizière. À ce moment-là, elle ne vaut pas de points. Si j'avais une deuxième carte rizière adjacente, on ferait 10 points. Si j'ai 3 cartes rizières qui sont adjacentes, 20 points. Et si j'en ai 4 et plus, 30 points. Le conseiller va marquer des points selon sa position dans la ligne de carte. Donc, il va marquer 2 points aux extrémités. Il va marquer 4 points dans les emplacements ici à côté du centre. Et il va marquer 3 points s'il est au centre. De plus, il va marquer 4 points supplémentaires par Naishi qui est adjacente à lui. La Naishi va marquer 12 points si elle est au centre de la ligne avant et elle va marquer 8 points si elle est au centre de la ligne arrière. Le moine, quant à lui, va marquer 5 points s'il est dans notre main, donc dans la ligne arrière, et il va marquer 2 points supplémentaires par chaque tori qui est adjacent à lui. Pour les toris, on va regarder le nombre de toris dans notre grille, et ce, peu importe leur position. Si j'ai une carte tori, je vais avoir une pénalité de moins 5 points, ce qui est le cas présentement. Si j'avais 2 cartes tori, je fais 0 points, et si j'ai 3 cartes tori et plus, 30 points. Pour la sentinelle, il va marquer 3 points s'il n'est pas adjacent à une autre carte sentinelle et il aura un bonus de plus 4 points pour chaque carte fortin qui est adjacente à lui. Pour les cartes fortins, on va regarder le nombre de fortins qui sont dans les coins de notre tableau. Donc, ici, j'en ai seulement un. Je vais marquer 6 points et si j'en ai plusieurs, chaque fortin dans les coins va marquer 6 points. Et finalement, le renin, on va regarder le nombre de couleurs différentes dans notre grille. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai les 10 couleurs différentes, donc le renin va marquer 45 points. Si j'ai seulement 9 couleurs, il va marquer 15 points. Si j'ai 8 couleurs, il va marquer 8 points. Et si j'ai moins de 8 couleurs, à ce moment-là, il ne vaut pas de points. Il est à noter que la carte du ninja ne possède pas de couleur. Elle va prendre la couleur de la carte personnage qu'elle copie. Et les cartes montagne n'ont pas de symbole de couleur, elles non plus. Et le joueur qui cumule le plus de points sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de couleurs différentes dans sa grille qui va départager l'égalité. Sinon, on nous suggère de refaire tout simplement une partie pour départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Naishi. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Naishi? On va commencer par les côtés positifs. Premièrement, j'adore la direction artistique du jeu, donc un style très épuré. Que les cartes aussi soient blanches, puis que ça fait ressortir, je trouve, les couleurs des cartes. Donc, on peut différencier justement les différentes couleurs si on essaye de faire le renin. Donc, c'est assez visible. L'iconographie est aussi super claire, fait que ça aide que les contraintes de scoring des cartes sont indiquées dans le bas des cartes avec des petits pictogrammes. Donc, on voit à telle position, il fait tant de cartes. Si il est à côté de telle carte, il fait tel bonus. Fait que c'est facile. On n'a pas à avoir le nez dans les règles. On a juste à regarder les cartes qu'on a ou les cartes qui sont devant nous dans la rivière. Puis, on voit ça va être quoi les effets des cartes. Fait que je peux voir qu'est-ce qui m'intéresse et tout ça. Fait que c'est vraiment bien illustré puis bien représenté aussi pour le côté fonctionnel sur les cartes. Sinon, matériel, le matériel aussi est de bonne qualité. Donc les cartes sont assez épaisses, on a un petit fini aussi de protection. On a des beaux jetons en bois pour les émissaires. Donc c'est un jeu qui rentre dans une toute petite boîte, donc très compact. Un jeu qui est très portatif aussi. C'est un jeu qui se détaille autour de 25 $ canadiens, donc super abordable pour une petite boîte comme ça. Disponible en français aussi pour les règles, donc ça c'est toujours sympathique. Et pour aider au décompte final des points, on a le petit bloc de score là, pour inscrire justement les points qu'on fait avec les différents types de cartes. Fait que c'est beaucoup facile ici de retrouver pour faire le total de notre score avec cet outil-là qui est aussi très pratique côté matériel. Sinon, pour le gameplay, c'est un jeu qui n'a pas beaucoup de règles. Donc, on a la restriction de ne pas déplacer nos cartes, que ce soit dans notre main, que ce soit dans notre ligne. On doit faire des effets de jeu pour pouvoir justement les changer de position, puis tenter de les positionner aux endroits qui sont les plus favorables selon la carte pour qu'elle marque le plus de points. C'est vraiment un petit jeu de puzzle, donc ça me fait penser à un jeu de placement de tuiles. Même si c'est des cartes, ça reste un principe de placement de tuiles qu'on va construire une grille de 10 emplacements. Et selon quelle carte se retrouve à quel emplacement, il va avoir un certain nombre de points
points. Si telle autre carte est à côté d'elle, des fois ça va lui donner un bonus, des fois un malus. Si j'ai fait des ensembles avec tel type de cartes qui sont adjacents, si j'ai ramassé plein de cartes différentes pour activer l'habilité de mon Ronin. Fait que chacune des cartes va avoir ses contraintes et ses façons de scorer des points. Fait qu'on peut essayer de jongler comme ça pour essayer de faire le meilleur casse-tête, la meilleure grille pour gagner la partie. Fait que ce côté-là, puzzle, il est très présent, il est très intéressant aussi. Le fait que ton puzzle est à moitié visible, donc ta ligne de carte, et à moitié caché dans ta main. On a un petit élément d'information caché. Ça peut même rentrer des éléments de bluff qui sont intéressants. Des fois, je vais aller chercher tel type de carte. Là, l'autre joueur pense que c'est pour faire un combo avec tel type de carte, mais c'était peut-être juste pour lui enlever. Puis là, il va aller essayer de nous contrer, mais finalement, il va enlever des cartes qu'on n'a pas vraiment besoin parce qu'il pense que la carte qu'on a prise est bonne pour nous autres. Fait qu'il y a une espèce de petit mind game aussi qui peut s'installer, qui va emmener un jeu à un autre niveau, puis qui va, je pense, le différencier des autres jeux comme ça de placement, de construction de grille, qui est un principe qui est assez standard, qu'on voit dans beaucoup de jeux. Donc celui-là, avec son côté caché, le côté que c'était ta main et ta ligne, puis que tu peux pas changer la position de tes choses, il y a vraiment ces petites couleurs un peu à lui. C'est un jeu aussi qui demande beaucoup d'adaptation, dans le sens qu'on doit réagir un peu à ce qui est disponible dans la partie. Je peux pas arriver dans la partie et dire je vais faire telle stratégie, parce que si les cartes que je veux pour cette stratégie-là ne sortent pas, ben à ce moment-là, ça n'aura rien donné. Donc il faut vraiment s'adapter aux cartes qui sont disponibles dans la rivière présentement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir recruter, puis on va essayer de faire le mieux possible avec ce que la partie va nous offrir comme combo de cartes, puis de cartes qu'on va pouvoir recruter. Fait que ça, c'est le fun aussi de s'adapter un peu à ce que l'autre va faire, comme réagir. Si je vois qu'il se lance dans les cartes jaunes, ben là, je ne laisserai peut-être pas se rendre à 4 parce que je sais que ça va valoir 30 points. Ou même chose avec les tories. Si je vois que l'adversaire commence à ramasser les tories, ben là, il va falloir peut-être que j'aille en chercher un, ou peut-être d'essayer de me rendre à 2, mais en même temps, c'est ça, c'est des décisions qui vont être un peu corsées parce que justement, les cartes que je vais enlever à mon adversaire ne sont pas nécessairement bonnes pour mon tableau, mais c'est ça un peu le défi de voir des fois quand ça vaut la peine d'essayer de nuire à l'adversaire. Fait qu'il faut être conscient de ce que l'autre ramasse, de ce que l'autre essaie de faire, et de se rappeler aussi ce qu'il a mis dans sa main parce que ça peut être intéressant pour essayer de le contrer par la suite, pour ne pas y laisser faire les combos le mieux possible avec les autres cartes pour le reste de la partie. Fait que c'est un jeu qui demande beaucoup d'adaptation. Fait que ça, c'est le fun pour le niveau stratégique de devoir s'adapter à ce que la partie nous offre. Pour les côtés négatifs, vous le savez, je suis pas un grand fan des jeux, des fois que la fin de partie est vraiment abrupte, et dans ce jeu-là, ça peut arriver quand même souvent que la fin de partie est déclenchée, soit parce qu'on a 2 pioches vides, soit parce qu'un joueur utilise un de ses tours pour déclencher la partie dès qu'il y a une pioche de vide. À ce moment-là, on joue au dernier tour, la partie se termine, donc ça peut arriver souvent à des parties que la partie se termine, puis c'est comme « Ah, là, j'ai plein d'affaires qui sont semi-construites, plein de combos qui sont pas terminés, puis là, finalement, j'ai pas une super bonne partie au niveau du score parce que j'ai pas réussi à finir mes combos, mes combinaisons, pas fini de déplacer les choses à la bonne place, mais finalement la partie est finie. Donc des fois, la partie qui finit vraiment abrupte, ça donne un petit sentiment des fois qu'on n'a pas réussi à compléter tout ce qu'on voulait faire, fait que c'est un petit côté que j'aime un petit peu moins là, dans ce jeu-là. Sinon, l'action du décret impérial qui permet à un joueur de sacrifier un émissaire, mais qui va lui permettre d'aller voler une carte, en fait échanger une carte avec son adversaire, soit dans sa main, soit dans sa ligne, avec une carte qui est vis-à-vis. C'est pas une action que je tripe beaucoup dans le jeu. Je trouve que des fois, justement, c'est un peu l'action qui va déterminer la fin de la partie. Dans certaines parties, elle n'a pas tant d'impact que ça, surtout si elle est faite tôt dans la partie. Après ça, on a le temps de se revirer, de construire d'autres choses, puis de continuer. Mais si elle est faite tard dans la partie, bien, des fois, ça peut justement déconstruire un gros combo de cartes ou enlever une carte qui est très bonne, puis là, ça la donne à ton adversaire. Puis finalement, c'est la différence de points à la fin de la partie. Fait que je trouve que cette action-là, le fait qu'on puisse la faire une fois, mais qu'un seul joueur peut la faire, puis l'autre au diable, c'est sûr que si les deux pouvaient la faire, ça s'annulerait, ça donnerait rien. Donc je comprends qu'on l'ait laissé pour un joueur seulement. Mais ce petit côté-là de te faire voler une carte dans ton tableau que tu construis, j'aime moins ça, là, ce petit côté-là take that à l'intérieur du jeu. Pour moi, c'était pas nécessaire cette action-là. Peut-être qu'on aurait pu essayer d'élaborer une autre dynamique. Fait que ce côté-là, me faire voler une carte, ça me fait plus chier que je trouve ça le fun à l'intérieur des différentes parties que j'ai jouées. Somme toute, Naishi, je vais lui donner une note de B. Donc un bon petit jeu duel de construction de tableau de cartes, de grille de cartes en fait. Et j'aime le côté information cachée, j'aime la façon que le draft fonctionne, la façon qu'on peut aussi jouer avec la position des cartes. Donc ça rentre dans notre stratégie de pouvoir, oui, recruter les bonnes cartes, mais ensuite de les placer aux bons endroits. Donc la gestion de nos émissaires aussi devient importante pour faire ces actions-là.
pour pouvoir justement bien les placer puis essayer de maximiser les scores là, des différentes cartes. C'est un jeu qui est très instinctif, donc l'iconographie super claire. On a les petites cartes aussi aides de jeu qui nous aident au début, peut-être dans nos premières parties, mais après ça, on connaît rapidement les actions disponibles, les actions optionnelles et tout ça. Donc vraiment un jeu qui s'apprend bien, ça joue très vite. Souvent on peut enchaîner les parties, on peut faire un 2 de 3, on peut jouer 2 parties, additionner les scores, tellement c'est rapide, fait qu'il y a plusieurs façons d'y jouer. Je sais que Mathieu travaille sur une extension qui devrait sortir peut-être d'ici la fin de l'année, que j'ai eu la chance d'essayer en primeur. Là, vu que je ne sais pas si je peux vous en parler, on va juste laisser ça dans l'air comme ça. Donc, il va y avoir différents modes de jeu, plus de cartes. Donc, ce sera à découvrir dans les prochains mois avec l'extension de Naishi. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi, dans lequel vous pourriez gagner le jeu River Valley Glassworks, édition Deluxe. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu duel favori? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon avec des petits dons mensuels, ce qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.